Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ avec comme d'habitude une petite quinzaine de questions. Merci à tous ceux qui ont participé le week-end dernier et qui ont laissé des questions. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours sous les vidéos FAQ, donc merci à vous tous. Nous on démarre, première question, celle de Soumaria DM qui me dit « Salut Robinho, est-ce que toi et Bisbis vous avez le même papa et la même maman? Merci, je vous regarde tous les jours depuis l'Italie. » Déjà merci à toi Soumaré d'être présent quotidiennement sur la chaîne, et pour te répondre, oui on a le même papa et la même maman, hein. Bisbis c'est mon frère, peut-être que tu pensais que c'était mon demi-frère, pas du tout, Bisbis est bel et bien mon frère. Ensuite on continue les amis avec une question de Homer qui me demande si je pense que Kevin De Bruyne pourrait un jour remporter le Ballon d'Or. Alors j'ai un petit peu du mal à y croire, mais on se rappelle, hein, il y a 3 ans, 2018, Luka Modric l'avait remporté. Luka Modric c'est un milieu de terrain tout comme Kevin De Bruyne, donc si on regarde le palmarès du Ballon d'Or en général quand même, c'est très rare de voir des milieux de terrain remporter le Ballon d'Or, ou alors il faut vraiment qu'ils aient fait une saison exceptionnelle. Ça avait été le cas de Modric en 2018 avec la Ligue des Champions avec le Real, finale de Coupe du Monde avec la Croatie. Donc pour Kevin De Bruyne, je pense que c'est tout simplement la même chose. Il faut absolument qu'il fasse une saison incroyable, que ce soit avec City, mais aussi avec la sélection belge. Pourquoi pas cette année? City en Première Ligue est très bien parti. City est évidemment en Ligue des Champions et la Belgique est l'un des favoris à l'Euro. Donc si tout se passe bien pour Kevin De Bruyne, il pourrait évidemment prétendre au Ballon d'Or cette année. En revanche, si par exemple il y a un échec avec la Belgique ou un échec avec Manchester City, ça sera une mission impossible pour lui de concurrencer des ogres comme Messi ou encore Cristiano Ronaldo. Ensuite on continue les amis, une question d'Amidou Camara qui me demande pourquoi je ne fais pas de débrief après les matchs du week-end. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu de débrief depuis très longtemps sur la chaîne, hein. J'en faisais pas mal sur la fin d'année dernière, tout simplement, mais je vous ai dit le week-end dernier sur la dernière FAQ que je travaille en semaine, donc voilà, le week-end pour moi c'est détente, hein. Je coupe avec les vidéos en général, je fais un after zap image le dimanche parce que tout simplement il est assez rapide à faire celui du dimanche, parce qu'il y a beaucoup d'infos, beaucoup de résultats, beaucoup de déclarations autour de tout ce qui s'est passé le samedi. Et puis la vidéo du samedi en général c'est une vidéo que j'ai tournée un petit peu plus tôt en semaine, comme cette FAQ que je vous propose aujourd'hui, et en dernier recours je fais pas de vidéo le samedi, donc voilà, c'est pour ça en général qu'il n'y a pas trop de débrief depuis quelques semaines maintenant. C'est tout simplement parce que je travaille, donc en semaine c'est compliqué, et puis le week-end j'ai pas forcément envie, voilà, de faire beaucoup de vidéos, hein. Je préfère tout simplement me reposer et me détendre. On continue les amis avec une autre question, celle de Farrakhan qui me demande mon avis sur la gestion de Zinedine Zidane avec les jeunes joueurs du Real Madrid. Alors c'est vrai que du côté de Madrid, les jeunes, ils sont souvent obligés de quitter le club pour trouver du temps de jeu. Alors je ne suis pas sûr que ça soit un cas unique avec Zinedine Zidane, hein. Avec les précédents entraîneurs du côté de Madrid, c'était quasiment la même chose. Le Real Madrid, c'est le meilleur club au monde. Il y a une exigence de résultats, et une exigence de résultats, ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas trop le temps de faire confiance aux jeunes. C'est-à-dire que si au bout de 2-3 matchs, voilà, le jeune il fait pas ses preuves sur le terrain, ça va être très compliqué pour lui de prendre du temps de jeu. On n'est pas à Dijon là où on peut laisser du temps aux joueurs. Le Real Madrid, il faut des résultats, et il faut des résultats assez rapidement. Donc c'est certainement pour ça aussi que du côté du Real, les jeunes ont beaucoup de mal à prendre une place de titulaire, déjà parce que c'est une équipe qui est quand même assez monstrueuse, même si elle est vieillissante, mais aussi parce qu'il y a cette pression du résultat, et que finalement les jeunes n'ont pas forcément le temps de s'acclimater au plus haut niveau, hein, puisqu'il faut tout de suite être dedans. Ensuite, on continue avec une autre question, celle de Cheikh Camara qui me demande si je pense que Sergio Ramos va quitter le Real Madrid. J'ai un peu du mal à y croire, mais quand on voit quand même ce qu'il se dit dans la presse depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, on a quand même l'impression qu'on est plutôt loin d'un accord entre le Real Madrid et Sergio Ramos pour une prolongation de contrat. Donc sincèrement, j'ai vraiment envie de connaître l'issue de ce dossier. Mais moi, l'avis que j'ai, mon ressenti, c'est que non, il ne quittera pas le Real Madrid. Pour moi, il terminera sa carrière au Real. Après, évidemment, les amis, je peux me tromper. Ensuite, on continue. Autre question, celle de Pedri, certainement un fan du Barça, qui me dit: penses-tu que le Barça sera encore compétitif malgré les dettes et le départ de Messi? Bon,
pour le départ de Messi, c'est pas encore fait, hein, même si évidemment tout le monde en parle. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que le Barça est très très endetté et évidemment ça pose problème au Barça pour notamment se renforcer. On voit bien que depuis quelques mercatos, c'est compliqué pour les Catalans parce que sur les 5-6 dernières années, ils ont fait des choix sur le mercato qui tout simplement ont eu des répercussions sur les finances du club. Donc c'est compliqué pour le Barça de recruter maintenant. Il faut certainement miser, comme le Barça a toujours su le faire, sur la Masia. Mais c'est sûr que pour être compétitif, c'est très compliqué hein, pour les Catalans maintenant, surtout que voilà, le Barça n'est plus compétitif en Ligue des Champions, hein, je veux dire, déjà depuis quelques années. Hein, ils prennent quand même des remontadas quasiment tous les ans ou des gifles tous les ans en Ligue des Champions. Donc c'est sûr, pour être compétitif, le Barça, je pense, va encore avoir besoin de temps et surtout d'argent. Ensuite, on continue avec une question de football vrai qui me demande si c'est l'année pour Manchester City de remporter la Ligue des Champions. Alors depuis 2 ou 3 ans, avec BizBiz, lorsqu'on fait les vidéos pronos sur les phases à élimination directe de la Ligue des Champions, en général, il arrive un stade où je dis que non, City ne pourra pas aller au bout parce que je trouve que c'est une équipe qui n'est pas forcément bien équilibrée. Quand je dis équilibrée, ça veut dire entre la défense et l'attaque. City, depuis quelques années, c'est quand même une équipe qui est hyper tournée sur l'attaque et un petit peu moins sur la défense, voire beaucoup moins. En revanche, cette année, on l'a vu, on en parle souvent dans l'after Zap Image depuis quelques semaines, voire quelques mois, il y a quand même quelque chose qui se dégage du côté de City, c'est que défensivement, là, ça devient vraiment très très sérieux ce que nous proposent les Citizens de Guardiola. Donc cette année, j'ai envie d'y croire à cette équipe de City. Je trouve que c'est beaucoup mieux équilibré et puis il y a toujours aussi autant de talent offensivement. Donc j'ai envie d'y croire cette année pour Manchester City en Champions League. Ensuite, la question de allez l'OM Nick Paris. Il me demande si l'Olympique de Marseille se fait racheter. Est-ce que l'OM pourrait redevenir un ogre de la Ligue 1? Bah oui, évidemment, si l'OM se fait racheter par, pourquoi pas, des Saoudiens, comme on avait eu ces rumeurs il y a quelques mois, évidemment que ça pourrait changer totalement le rapport de force entre le PSG et l'OM, mais bon, je suis pas sûr que actuellement du côté de Marseille il y a beaucoup d'investisseurs qui souhaitent racheter le club quand ils ont vu notamment ce qui s'est passé sur ces dernières semaines. Ensuite, question de Mohamed qui me demande si je crois en l'avenir d'Ousmane Dembélé du côté de Barcelone. Oui, moi franchement j'y crois, je pense que le Barça va tenter de le prolonger hein, dans les prochains mois, puisqu'on le rappelle, un Dembélé fin de contrat avec le Barça dans 1 an et demi, l'été 2022, quand Ousmane Dembélé est en forme physiquement, c'est sincèrement, je pense, l'un des meilleurs à son poste dans le football. Donc évidemment que du côté de Barcelone, on a dû être assez déçus depuis quelques années maintenant par rapport au manque de régularité de Dembélé sur le terrain, tout simplement parce que au niveau de l'hygiène de vie, ben, ça allait pas forcément pour Dembélé, qui était un peu laxiste hein, sur son hygiène de vie. D'après les infos qui sont sorties dans la presse espagnole depuis quand même quelques semaines, il y a eu un changement radical dans le comportement de Dembélé qui est beaucoup plus sérieux. Donc sincèrement, je crois que le Barça va lui proposer une prolongation de contrat dans quelques mois. Ensuite, on continue. Question de Jimmy qui me demande si je pense que Dayot Upamecano serait le défenseur idéal à recruter pour le Bayern Munich. Il me dit il apporterait un équilibre à l'équipe. Je suis d'accord avec Jimmy parce que Dayot Upamecano, on en avait parlé le week-end dernier hein, dans la FAQ. C'est quand même quelqu'un qui défensivement a beaucoup de qualités déjà défensive. Au niveau de la relance, il est très bon. C'est quelqu'un de très athlétique. C'est quelqu'un qui, malgré sa grande taille, est quand même assez rapide. Il est bon sur ses appuis. Donc c'est un défenseur hyper complet. C'est pas toujours le cas du côté du Bayern Munich quand on regarde la charnière centrale. En général, ce sont plutôt des joueurs assez lourds, on va dire. Hein. Notamment, je peux penser à Niklas Süle ou Jérôme Boateng. Ce sont des joueurs assez lourds et évidemment que ça changerait tout hein, d'avoir un garçon comme Dayot Upamecano. C'est d'ailleurs pour ça hein, que le Bayern est très intéressé. Ensuite, question de Lucas Onomo qui me pose une question sur le DFCO et qui me demande si je crois aux chances du DFCO
DFCO de se maintenir en Ligue 1, j'ai un petit peu du mal à y croire. Je pense que pour Dijon, le mieux cette année que l'on puisse espérer, parce que moi je vois les matchs du DFCO, et voilà, c'est quand même très très compliqué. Je pense que le mieux pour le DFCO, ça serait de terminer 18e et d'avoir un barrage à jouer. Je ne pense pas qu'on pourra terminer au-delà de cette place de 18e et barragiste. Ensuite, question de Coutinho Chauve qui me pose une question très intéressante. Il me demande si je préfère les chauves ou les gros. Franchement, je me suis jamais trop posé la question et je vais dire, allez, pourquoi pas les chauves. Ensuite, question de Reda qui me pose une question sur le Barça et notamment sur son défenseur Ronald Araujo. Il me dit, penses-tu que Ronald Araujo, le défenseur donc central du Barça, va prendre la place de Clément Langlette quand Piqué va revenir? Une charnière Piqué-Araujo. Déjà, il est en train d'accumuler du temps de jeu depuis quelques semaines. Ronald Araujo, c'est un défenseur qui a un vrai sens du placement, de l'anticipation. Il est très très bon dans ces choses-là. Niveau relance, c'est pas encore tip top, mais c'est quand même assez intéressant. Puis c'est quelqu'un qui a la grinta, un Uruguayen, ça a toujours de la grinta, donc lui il l'a. Mais je suis vraiment assez surpris sur les derniers matchs du Barça de son sens de l'anticipation. Il est très très bon pour couper des lignes de passe, pour intercepter des ballons aussi dans la surface. Donc ça me semble être un joueur assez prometteur pour l'avenir quand même du Barça, qui se pose beaucoup de questions sur son arrière-garde depuis quelques années maintenant. Ensuite les amis, on va terminer avec une question de KXES qui me demande mon avis sur la fameuse Super League européenne qui pourrait voir le jour dans les prochaines années. Lui il me donne son avis, il me dit personnellement je ne vois pas pourquoi on devrait remplacer la Ligue des Champions qui est quand même un rendez-vous très attendu. Je pense qu'on pourrait se lasser de voir des grosses rencontres. Et bien KXES, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ça ne m'intéresse pas ce projet de Super Ligue européenne parce que déjà, c'est une ligue fermée et ça ne m'intéresse pas tout simplement de voir des Real Barça quasiment tous les week-ends, des Liverpool Inter Milan tous les week-ends. Ça, ce sont des choses qui ne m'intéressent pas. J'adore le format actuel de la Ligue des Champions avec ces petites équipes dans les phases de groupe. Ces surprises parfois comme l'Atalanta, l'Ajax sur ces dernières années, et toutes ces surprises on ne pourrait pas les avoir avec une Super League européenne qui serait fermée parce que ça serait tous les mêmes équipes tous les ans. Moi j'adore le format actuel de la Ligue des Champions, donc je suis tout à fait contre ce projet de Super League européenne qui va en plus à l'encontre de l'essence du football, parce que l'essence du football c'est aussi que voilà le petit, par exemple Dijon puisse battre le PSG. S'il y a une Super League européenne fermée, ce ne sera pas du tout le cas parce qu'il n'y aura pas de petits, il y aura que des gros. Voilà les amis, la fin de cette FAQ. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve demain pour un After Zap Image. Je vous laisse les amis, allez, bon samedi à tous. Ciao.